Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 2 de Salut les Rouflaquettes. Je vous rappelle le concept de la saison 2. Toutes les semaines, je vous présente mon temps d'écran, c'est-à-dire combien de temps j'ai utilisé mon téléphone avec à chaque fois le top des applications que j'ai utilisées, enfin les applications que j'ai utilisées le plus et les catégories d'applications que j'ai utilisées le plus aussi. Ensuite, je vous présente un petit dossier sur un sujet que je choisis. Et ensuite, je vous présente les vidéos que j'ai pu regarder dans la semaine, que ce soit à la télé ou sur Internet, différentes plateformes. Donc voilà, si je vous répète à chaque fois ce petit sommaire, c'est parce que... Enfin, ce petit sommaire, justement, c'est pas le sommaire, mais ces petites infos, c'est parce que j'enregistre l'épisode en live et c'est en attendant que les premières personnes arrivent. Donc voilà, j'enregistre l'épisode en live sur Instagram la veille. Alors les premiers épisodes, j'enregistre à 18h30. Je passe maintenant à 18h. Donc voilà, le dossier de la semaine, ça va être... Savez-vous d'où vient le courriel? Qui l'a inventé? Pourquoi est-ce que ça a été inventé? Et aujourd'hui, quelle est son utilisation et quel est son impact? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre cette semaine et qui vont nous mener sur un chemin tout à fait insoupçonné puisqu'on finira avec du bœuf et de l'agneau. Donc, et ben, tout de suite, on va passer au temps d'écran. Le temps juste de couper cette musique et de lancer la suivante. Le temps d'écran, c'est le temps d'écran du 8 au 14 février. Donc la semaine d'avant, je répète encore une fois que je peux pas donner les stats de cette semaine-là puisqu'on est samedi au moment où j'enregistre et donc du coup il me manquerait tout le samedi soir et le dimanche. Donc c'est pour ça que je prends les stats de la semaine d'avant. Donc la semaine dernière, en moyenne, mon téléphone il était allumé 4h38 par jour, ça fait 32h32, c'est 30% de plus que la semaine d'encore avant. J'étais en moyenne à 533 activations par jour en tout, ce qui fait 76 par jour. Et les trois premières applications que j'utilise après l'activation, ce sont Tweetbot, Maison et Instagram. La semaine dernière, donc, j'ai reçu 833 notifications, ce qui représente 119 par jour. Les applications qui me notifient le plus, ce sont Instagram, Twitter et... J'ai perdu la ligne. Instagram, Twitter et WhatsApp. Les trois applications que j'ai le plus utilisées la semaine dernière, c'était Tweetbot avec 4h08, Instagram avec 4h08 aussi, et Safari avec 3h24. Sachant que Instagram, encore une fois, ça s'explique puisque comme je fais des lives, forcément, à chaque fois, la semaine dernière, le live a fait à peu près 1 heure. Plus le temps que je me connecte avant l'application, que je prépare les titres, le temps après. Donc c'est facile, 1h20 de temps qui n'est pas vraiment de l'utilisation, mais qui est vraiment de l'upload de vidéos. Enfin le temps du live quoi. Le top 3 de mes catégories, ça a été réseaux sociaux avec 9h44, créativité avec 3h44 et productivité et finance avec 2h54. Réseaux sociaux, ça a été Tweetbot et Instagram comme on l'a vu et aussi les messages avec 41 minutes. Créativité, ça a été photo avec 1h18, Twitch avec 1h02 et l'appareil photo avec 1h02. Sachant que photo et appareil photo sont là parce que j'ai tourné une vidéo pour le travail. Donc j'ai tourné complètement avec mon iPhone. Et ensuite j'ai montré le résultat de la vidéo aux personnes qui étaient intéressées. Et donc du coup ça a fait passer beaucoup de temps dans l'application appareil photo pour tourner la vidéo et dans l'application photo pour leur montrer, parce que c'est une vidéo qui fait près 6 minutes que j'ai montré plusieurs fois, que j'ai moi aussi regardé plusieurs fois pour avoir le rendu, puisque c'est une vidéo qui à mon avis sera plus regardée sur téléphone qu'ailleurs. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai beaucoup regardé sur téléphone. Et le top 3 des applications productivité et finance, ça a été raccourci 46 minutes, rappel 26 minutes et l'application Stream Deck. Parce que Elgato fait une application Stream Deck pour téléphone qui marche plutôt bien. Alors c'est un système d'abonnement, ça coûte 3€ par mois il me semble, mais le premier mois est gratuit. Donc du coup moi j'ai jusqu'au 14 mars pour tester, ou 13 mars je crois pour tester. Honnêtement c'est pas mal, ça permet de faire beaucoup de choses, même si on stream pas. J'ai configuré des raccourcis, parce je peux vous montrer à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo. Forcément ceux qui écoutent juste l'audio, vous n'aurez pas cette image là, mais on peut vraiment programmer son Stream Deck de manière très poussée. Et par exemple là vous voyez, alors du coup c'est mon vieil iPhone que j'utilise comme Stream Deck.
Et vous voyez que du coup, j'ai pu créer des dossiers pour InDesign et pour Instagram. Et sur InDesign, si on y va, alors c'est des raccourcis qui servent vraiment à rien là dans l'utilisation. J'essaie de faire en sorte qu'on ne voie pas la ring light, mais c'est compliqué. Mais donc voilà, ça permet en fait d'automatiser en gros des choses pour moi, dans le sens où je peux binder des raccourcis sur mes touches de Stream Deck et ça m'évite de les taper au clavier, des séquences de 4-5 raccourcis. Ça m'évite de les binder au clavier, je peux les mettre directement sur l'application. Donc voilà pour le temps d'écran. On va passer du coup au dossier de cette semaine. Le dossier, c'est l'histoire du courriel. Donc, le courriel, pourquoi je dis courriel déjà? On va commencer par ça. Je dis courriel pour pas dire mail parce que j'essaye le plus possible. Alors, dans la vie de tous les jours, souvent, ma langue fourche et je dis mail parce que c'est plus simple et c'est aussi quelque chose qui s'impose en France, mail, email. Mais j'essaye le plus possible quand des mots français existent pour des termes, de les employer, tout simplement parce que on est en France et on n'est pas obligé non plus d'angliciser tous les mots quand des mots français existent. Il y a un sketch d'ailleurs de Haroun là-dessus où il parle de forwarder des mails et de... qu'est-ce qu'il dit d'autre encore faire ça ASAP, ce genre de choses. Il explique, voilà, il fait un sketch qui est très drôle et qui parle bien de ce sujet. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et donc du coup, là on va parler du courriel. Donc l'histoire, ça commence dans les années 60. C'est Ray Tomlinson qui, en 1965, se penche sur une problématique. En fait, c'était pas vraiment envoyer des mails à des personnes qui sont loin. C'était comment est-ce qu'on peut envoyer des messages entre des utilisateurs qui utilisent un ordinateur à exploitation partagée. C'est-à-dire en gros, comment est-ce qu'on envoie des messages entre des utilisateurs d'un ordinateur, mais de plusieurs sessions en fait. C'est-à-dire que si vous avez une session sur votre poste de travail, mais qu'un collègue à vous a aussi une session sur le même poste, comment est-ce que vous pouvez lui laisser un message autre qu'un post-it sur l'écran? Donc c'est sur ça qu'il commence à travailler à la base. Puis en 1966, son travail il a été intégré dans un projet plus grand qui est le projet ARPANET. Et l'idée de ce projet, en fait, c'est de créer un réseau de transfert de paquets, c'est-à-dire création d'un réseau d'ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui, l'idée de réseau d'ordinateurs, ça nous semble évident, parce qu'en plus on a Internet. C'est vraiment Internet, c'est le super réseau parmi tous les réseaux. Mais à l'époque, les ordinateurs, ça courait pas les rues. Et en plus, les ordinateurs, ils communiquaient pas entre eux. Donc en 1971, c'est là que Ray Tomlinson a envoyé le premier mail. Lui, il se rappelle plus. Ah, j'ai oublié de mettre la musique, je suis bête. Ah, c'est mieux. Lui, il se rappelle plus de quel était ce premier mail. Dans ses souvenirs, c'était soit quelque chose du style test 1, 2, 3, soit du style QWERTY UIOP, parce que du coup, c'est un américain, donc il a un clavier QWERTY. Mais donc voilà, moi je trouve ça fou, je sais pas ce que vous en pensez, de se dire que en fait, cet homme a inventé un outil qui va littéralement changer le monde, qui a révolutionné le monde, mais il s'en est même pas rendu compte. Parce qu'en plus, l'équipe ARPANET, donc, ils ont inventé Internet quelque part dans les années 60-70. Et en fait, Internet a créé sa révolution que dans les années 2000, donc à peu près 30 ans plus tard. Donc c'est vraiment, eux, ils ont travaillé sur un truc qui a changé le monde. Ils s'en sont même pas rendus compte. Donc le courriel, ou l'envoi et la réception de courriel, comment ça marche ? En fait, comme toutes les communications en informatique, c'est basé sur des protocoles. Un protocole, c'est assez simple à comprendre dans l'idée. C'est une spécification de plusieurs règles pour un type de communication particulier. Et dans ce cas-là, il y a 3 protocoles qui rentrent en jeu. Les 3 protocoles, ce sont le SMTP, qui veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Ça, c'est le protocole d'envoi. Et il y a 2 protocoles de réception. C'est le POP, le Post Office Protocol, et le IMAP, l'Interactive Mail Access Protocol. Donc là, on peut se poser au moins 2 questions, et je vais y répondre. Pourquoi des protocoles différents pour l'envoi et pour la réception? Salut Nico. Et pourquoi 2 protocoles de réception? Donc pour la première question, la réponse c'est simple, c'est pas vraiment la même action, enfin c'est même pas du tout la même action d'envoyer un mail ou de le recevoir, et donc du coup c'est 2 protocoles différents. Dans l'idée, c'est un peu comme le courrier physique, pour l'envoyer et pour le recevoir, c'est pas la même chose. Pour l'envoyer, il faut le donner à la poste, donc soit le mettre dans une boîte aux lettres, soit aller directement à la poste. Et pour le recevoir, par contre, il suffit d'aller juste à sa boîte aux lettres. Donc ce sont 2 choses différentes. En informatique, c'est pareil. Et pour la deuxième question, pourquoi 2 protocoles de réception? En fait, c'est une question de philosophie. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails du comment ça marche le POP et le IMAP. Mais en gros, le POP,
quand il se connecte à votre boîte mail, il la bloque, donc vous ne pouvez plus accéder à votre boîte mail en fait par un autre client. Vous ne pouvez plus non plus recevoir de mail pendant ce temps-là. Et pendant qu'il est connecté, il télécharge toute votre boîte mail sur votre ordinateur ou sur votre appareil que vous utilisez, que ce soit un téléphone ou une tablette. Ça c'est le POP. Et à côté il y a l'IMAP. L'IMAP c'est différent, en fait c'est une synchronisation. C'est-à-dire que lui il récupère pas vraiment vos mails, mais juste il vous les affiche. Et quand vous appuyez dessus, il les télécharge. Et donc du coup, l'IMAP, la différence que ça apporte, c'est que vous pouvez vous connecter en même temps sur plusieurs appareils à votre boîte mail. Ce qui fait que vous recevez en même temps vos mails sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peu importe. Alors qu'avec le POP, si vous ouvrez votre boîte mail sur votre ordinateur et que vous recevez un mail, bon déjà le mail vous le recevrez plus tard. Et en plus, vous ne pouvez pas le recevoir sur votre téléphone ou sur votre iPad, ou sur votre tablette quoi. Donc voilà, ces protocoles ils sont suffisamment simples entre guillemets et suffisamment robustes pour qu'on puisse continuer à les utiliser aujourd'hui sans qu'il y ait besoin d'en inventer des nouveaux. Ils sont mis à jour régulièrement, je crois que POP on est à la version 3, donc en fait on parle de protocole POP 3 et IMAP on est à la version 4. Mais un petit fun fact, en 89, il y a des experts qui prévoyaient qu'une autre technologie allait complètement révolutionner la phase des communications et du coup le mail allait être oublié. Et cette technologie, c'était le fax. Parce qu'en fait, à l'époque, les experts n'arrivaient pas à s'imaginer un monde sans papier. Et donc, du coup, ils pensaient que le fax, ça allait être le moyen de communication numéro 1 pour s'envoyer des courriers. Donc, on est quand même encore loin d'un monde sans papier, même si le courriel, quand même, a fait sa part. En 2019, il y avait 3,9 milliards d'utilisateurs uniques de boîtes mail. En 2019, toujours, il s'est envoyé 293 milliards de courriels par jour, sans compter les spams. Et selon les prévisions, on sera à 347 milliards par jour en 2022. Ces chiffres ont un impact sur la société, que ce soit d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue environnemental. Impact sociologique, d'abord, on estime qu'un employé de bureau reçoit en moyenne 79 mails par jour. On ne dirait pas, mais ça peut être une source de stress, parce qu'en fait, il y a une pression de la société au sens civilisation, mais aussi au sens entreprise. Les utilisateurs ils se mettent souvent la pression pour répondre rapidement parce qu'il y aurait une règle tacite qui dirait que si on ne répond pas à un mail sous 5 jours, c'est un manque de respect. Les courriels professionnels, très souvent ils sont reçus aussi sur le téléphone personnel et du coup les employés reçoivent des mails qui peuvent être urgents en dehors de leurs horaires de boulot, comme le soir ou le week-end. Et du coup, ils se mettent la pression pour répondre sur leur temps en dehors des heures de travail. Et du coup, ça peut aussi leur mettre une charge, une pression, une source de stress. Il y a des entreprises où c'est interdit pour les cadres d'envoyer les mails en dehors des heures de travail de leurs employés. Donc moi, c'était le cas quand je travaillais, le premier endroit où j'ai travaillé, le premier endroit où j'ai vraiment travaillé. Alors, c'était pas forcément respecté, mais au moins, on savait que si on recevait des mails urgents en dehors des heures de travail, on n'était pas obligé de les répondre. Donc, impact sociologique, mais aussi impact environnemental. Les courriels, quelque part, ça sauve des arbres, mais ça pollue. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais on estime qu'un courriel avec une pièce jointe de 1 mégaoctet serait responsable de l'émission de 19 grammes de CO2 et que 20 courriels seraient l'équivalent d'un trajet de 100 km en voiture. Maintenant que j'ai dit ça, bon déjà, encore une fois, les chiffres, je ne sais pas à quel point ils sont précis, mais je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter les courriels. Ils font sans doute plus de bien que de mal, et je vais le mettre en un autre point de vue, en fait, parce qu'il y a une autre industrie qui pollue, c'est l'agroalimentaire. Par comparaison, on estime que la viande bovine serait responsable de 41% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, donc presque la moitié. Et la production d'1 kg de bœuf serait responsable de l'émission de 27 kg de CO2, soit plus de 1400 courriels. Et ce serait la production d'agneau qui serait la plus émissive de CO2 avec 39 kg pour 1 kg de viande. Donc je trouve que c'est quand même énorme comme chiffre, hein. Je répète, 1 kg de bœuf, 27 kg de CO2. Donc après, encore une fois, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans un article sur Le Monde, il me semble. Donc quand on nous parle aux infos, souvent il faut vider ses boîtes mail, il faut faire de la place, ça sert à rien d'archiver tout ça. Je pense que ce serait beaucoup plus
beaucoup plus intelligent plutôt que d'arrêter d'envoyer des mails ou de vouloir à tout prix supprimer ces mails, tout ça. Commençons par la viande. Salut Nathalie. Commençons par la viande, peut-être manger un peu moins de viande, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours. Moi je suis quelqu'un qui mange très peu de légumes, pourtant je mange pas de la viande tous les jours. Donc voilà, on pourrait commencer par ça. Dites-vous que quand vous ne mangez pas 1 kg de viande, eh ben, vous sauvez en gros 27 kg de CO2. Il y a 27 kg de CO2 en moins qui sont émis. Donc voilà pour le petit dossier sur l'histoire du mail. J'avoue que moi du coup j'ai travaillé ça, ça fait quelques jours déjà que le texte est prêt. J'avoue que du coup je vais essayer d'envoyer moins de mails qui servent à rien, les mails où c'est juste des merci, les mails où c'est juste des petites... des fois au travail on vous envoie un mail, voilà, vous répondez merci ou... une petite question qui sert à rien et on vous renvoie un mail. Maintenant, je vais plutôt essayer de, quand il n'y a qu'une personne en tant que destinataire, passer un coup de fil. Ça va aussi vite, voire même plus vite. Et ça permet d'envoyer moins de mails. Donc, on va passer maintenant sur ce que j'ai regardé. Sachant que cette semaine, j'ai beaucoup regardé un truc. Donc, j'en suis pas forcément très fier et on va en parler ensemble. Le temps juste de noter ça. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé à la télé? Pas grand chose. Samedi dernier, donc le 13 février, j'ai regardé The Voice le soir. Sachant que j'étais aussi en même temps sur l'iPad en train de lire One Piece. De manière totalement officielle bien sûr, hein, je ne lis absolument pas de scan. Sur W9 dimanche j'ai regardé Kaamelott parce que ça passe le dimanche soir, donc c'est assez sympa. Et tout à l'heure sur France 2 j'ai regardé Au bout de l'enquête, l'affaire Méchineau. C'est une affaire qui s'est passée il y a 50 ans où en gros un soir du réveillon de Noël, il y a une famille, un homme, une femme et 2 enfants qui sont partis de chez des amis pour rentrer chez eux et en fait ils sont jamais arrivés chez eux et on ne sait pas où ils sont passés, on n'a jamais retrouvé leur voiture, jamais retrouvé leur corps. Et il y a des rebondissements qui se font régulièrement. Donc voilà, j'ai regardé ça, ce petit reportage cet après-midi. Ensuite sur Netflix, on n'a pas regardé grand chose non plus, on a regardé, enfin moi pour ma part en tout cas j'ai regardé que un film hier avec Flora, c'était un prince presque charmant, un film de 2013 si je dis pas de bêtises. Le synopsis, c'est alors qu'il se rend au mariage de sa fille, un cadre carriériste croise la route d'une jeune femme éprise de liberté et de justice. Sa vie va s'en trouver bouleversée. C'est un film qui est sympa, qui est rigolo, qui fait beaucoup la pub de la Zoé. Et en gros, voilà, c'est le Parisien carriériste qui découvre la vraie vie à la campagne. Et c'est assez sympa. Salut Fiston qui vient d'arriver sur la vidéo, sur le live. Donc voilà, le film est assez sympa à regarder, on passe un bon moment, il fait un peu plus d'1 heure et demie, me semble. Mais voilà, sur Twitch cette semaine, l'épisode devrait être vraiment court, il devrait faire moins d'une demi-heure cette semaine, ça c'est cool. D'ailleurs oui, je l'ai pas dit en début de vidéo, pour le live je passe de 18h30 à 18h parce que si je commence à 18h30 et que je fais des lives qui durent un peu et qui font 1 heure, je finis à 19h30. Et après le temps de récupérer la vidéo, de faire l'export sur Premiere, de l'uploader et tout, pour que ça soit en live le lendemain, en ligne le lendemain sur YouTube, c'est compliqué. Donc du coup j'ai avancé un petit peu l'horaire, c'est pour ça que je commence maintenant à 18h. Donc sur Twitch cette semaine, c'était vraiment du classique comme toutes les semaines. J'ai regardé le stream avec le récap. Le récap c'est une émission qui est à 18h30 le soir qui dure 2 heures. Et ne préviens pas quand tu changes l'horaire. J'ai fait une story Instagram où j'ai mis live à 18h et il y a un compte à rebours. Donc j'ai quand même prévenu. Le récap c'est une émission qui passe tous les soirs de la semaine à 18h30. J'ai regardé aussi House of Sport, c'est une émission de sport qui est sur le stream, qui est le lundi après-midi, c'est à 16h30 il me semble, 16h30, 18h30 juste avant le récap. Et c'est une émission où ils parlent de sport, donc ils reviennent sur ce qui s'est passé dans le foot, mais aussi dans le rugby. Ça dépend quand il y a des compétitions. Ils sont revenus sur le Super Bowl il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà, et mercredi soir, en première partie de soirée, il y avait une soirée Mario Kart, un tournoi organisé par le stream.
Donc voilà, c'était assez sympa. Ensuite, bon, j'ai regardé Xari qui fait du React le dimanche soir, une soirée Among Us le lundi. Mercredi aussi, j'ai regardé Nina Master. En fait, Nina Master, c'est pas vraiment une streameuse, c'est quelqu'un qui fait de la broderie sur vêtements. Et on peut lui envoyer un dessin, elle le dessine pour sa machine et elle le brode et elle vous envoie les vêtements. Donc bien sûr, il faut payer. Et en fait, je la suis depuis presque un mois parce que je lui ai commandé des vêtements avec ma sœur pour un cadeau d'anniversaire pour un de mes frères. Donc c'est toujours pas arrivé parce qu'elle attend toujours les vêtements. Mais du coup, c'est assez sympa de regarder. En plus, c'est quand même dans mon domaine parce que c'est presque un boulot de graphiste qu'elle fait quand elle redessine les dessins qu'on lui envoie. Et voilà, du coup, c'est assez sympa. Elle live régulièrement. Vendredi, je suis passé vite fait. Je l'ai pas mis le live qu'elle a fait, mais je suis passé vite fait. Elle faisait le brodage, la broderie, tout simplement. Donc c'était sympa à regarder. Et le soir après, je suis tombé sur un streamer qui s'appelle Chute de Stream. En fait, c'est un tatoueur belge et il fait des dessins Pokémon dans un style que j'aime pas du tout. Mais il utilise un iPad pour le faire et donc du coup j'ai regardé. Et puis même si j'aime pas le style, il faut avouer que techniquement il est très très bon, quoi. Donc c'est agréable à regarder. Et comme en plus c'est une petite communauté, on peut bien discuter parce que sur Twitch comme sur Instagram, il y a un chat et ils peuvent envoyer des messages. Enfin, on peut envoyer des messages dans le chat et en général la personne le lit et répond. Surtout quand c'est une petite communauté, évidemment, quand il y a un stream de 20 000 personnes, c'est difficile de répondre à tout le monde. Mais là, lui, on était une vingtaine sur son stream et donc du coup, on a beaucoup discuté de l'iPad notamment et voilà. Et pourquoi j'insiste sur l'iPad? Parce que c'est là que je suis pas très fier de ce que j'ai regardé cette semaine. Parce qu'on va passer à YouTube. Et YouTube, j'ai regardé 72 vidéos d'iPad. Parce que je suis un Yankee, tout simplement. Donc Yankee, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est client en verlan, en fait. Et client en verlan, c'est pour donner un côté péjoratif à client, genre pigeon. Et comme je suis un pigeon, n'est-ce pas, Jane qui est dans le chat, voilà, je suis vraiment un Yankee de Apple et quand ils sortent un produit qui me plaît, voilà, des fois ça m'obsède. Et là, l'iPad, ça fait quelques temps que je vous en parle d'ailleurs, hein. Et on risque de l'acheter là d'ici les mois qui arrivent. Et du coup, j'ai regardé voilà, je vous le dis, 72 vidéos sur l'iPad, sur l'Apple Pencil, donc le stylet pour l'iPad. Et voilà quoi, donc je vous ferai pas la liste complète du coup, hein, ça risque de prendre trop longtemps. Mais du coup voilà. Pour tout ce qui est vidéo YouTube d'ailleurs, je vous ferai plus la liste forcément complète de ce que j'ai regardé. Je vous parlerai juste des vidéos que je vous conseille parce que ça peut vous intéresser ou alors ça peut être quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Mais donc voilà. Donc première catégorie lifestyle, j'ai regardé le vlog 2021-06 de Pamela Cobson. Ensuite catégorie cuisine, juste le temps de noter ça. J'ai regardé une vidéo de GastronoGeek où en fait il prépare un brunch, donc œufs brouillés, pancakes, pain perdu, guacamole, mousse au chocolat vegan. Donc c'était dimanche dernier matin d'ailleurs, hein, on s'est levé un peu tard avec Flora et on a mis ça pendant qu'on faisait notre petit déjeuner. Ensuite, donc catégorie high-tech, c'est là que je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, 72 vidéos d'iPad avec télétravailler, comment bien l'utiliser, super mais superflu le Magic Keyboard, les 10 accessoires indispensables pour l'iPad. Cette vidéo, il y en a une qui est en 2 parties, toutes les chaînes que j'ai regardées à peu près l'ont fait, donc je l'ai regardé chez tout le monde. J'ai regardé beaucoup de vidéos il y a beaucoup de personnes apparemment qui sont étudiantes qui font ces vidéos-là, qui montrent 2 applications qui sont Notability et GoodNote pour prendre des notes justement. Ces 2 applications qui sont payantes. Alors moi je sais pas pourquoi, mais Notability je l'ai déjà. Je pense que un truc qui se faisait à l'époque et qui ne se fait plus maintenant, c'est pendant le mois de décembre, Apple faisait un calendrier de l'Avent.
où tous les jours ils offraient quelque chose et il y avait des applications qui étaient offertes. Et à une époque aussi, c'était en 2012 je dirais ou en 2013, il y avait une application qui était app gratuite et qui tous les jours proposait une application gratuite. En fait, ils négociaient avec les devs de l'application pour avoir tous les jours une app gratuite, ce qui fait que pendant 24 heures l'app était gratuite, mais ça faisait de la pub pour l'application. Donc c'est peut-être là que je l'ai eu, cette application-là, Notability. Sinon elle coûte 9 euros je crois ou 10 euros, et GoodNote pareil, elle coûte 7 ou 8 euros. Et donc c'est beaucoup de comparaisons de ces deux applications là qui ressortent aussi, ça et un accessoire pour l'iPad qui s'appelle le Paperlike. En fait c'est un film de protection qui se met sur l'écran et qui est mat et qui permet de donner un côté papier à l'iPad quand on dessine. Bon, je suis pas sûr que ce soit forcément très bien et je suis même pas sûr que ce soit forcément très fonctionnel. La plupart des vidéos Paperlike elles sont sponsorisées, donc je dis pas que leurs produits marchent pas, mais la plupart des gens qui disent que c'est bien, c'est des gens qui sont payés pour dire que c'est bien, donc voilà. Mais en tout cas, ça change un peu les couleurs apparemment de l'iPad aussi, donc pour faire du dessin, c'est peut-être pas le mieux, mais c'est vrai que alors l'iPad je l'ai pas donc je peux pas vous dire, dès que je l'achète je vous promets je vous fais un unboxing, mais c'est vrai que le stylet sur l'écran de l'iPad qui est quand même assez lisse, il doit beaucoup glisser et effectivement un papier mat, un film mat par dessus va créer de la friction et ça se rapproche plus d'un papier. Donc j'imagine que ça doit être pratique dans certains cas, mais je suis pas sûr que... moi en tout cas je suis pas sûr de l'acheter. Alors après si Paperlike veut m'en envoyer gratuitement, je dis pas non. Quand j'aurai un iPad bien sûr. Mais voilà, donc je vous dis, des vidéos, il y en a plein. Les 10 applications essentielles, les trucs et astuces pour les étudiants en 2021, comment prendre des notes, de manière efficace, comment prendre de belles notes, etc. etc. Donc voilà pour la partie, donc c'était dans la catégorie high-tech de YouTube que j'ai rangé ça. Ensuite, partie domotique et réseau, j'ai regardé quelques vidéos, notamment une vidéo de Shane Whiteley qui fait une maison domotique sur... j'ai pas les moyens de le prendre. Le Paperlike, ça coûte, je crois, 20 euros les deux. Il y a deux films parce qu'il s'use un petit peu du coup avec les frictions. Donc du coup, il s'abîme et il faut le changer à peu près, je pense... Enfin après, il y en a qui le changent jamais. Mais il y en a qui disent qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, il faut le changer. Donc voilà, par contre l'Apple Pencil il coûte 130 euros, donc ça fait un peu mal. Donc je vous disais, Shane Whiteley il fait une vidéo, une maison domotique tout home kit, et là il a testé comment on appelle ça, un humidifieur d'air, c'est ça qu'on appelle? Oui, ça doit être ça. Donc de la marque Vocalink. J'ai regardé cette vidéo. J'ai regardé une vidéo de Guy Pomme, j'ai testé, qui en fait fait un NAS tout en do it yourself, donc il n'achète pas un truc tout fait. Un NAS, c'est en gros un serveur de fichiers que vous installez chez vous, donc vous le branchez sur votre réseau et lui il va gérer tous vos fichiers. Vous pouvez y accéder. Un humidificateur d'air, merci. Il va gérer tous les fichiers, et du coup vous avez accès de partout, de n'importe quel appareil de chez vous, donc c'est quelque chose de plutôt pas mal, mais ça coûte en général assez cher, et puis après il faut acheter des disques durs qui eux aussi coûtent assez cher. Un NAS tout fait, je crois que le NAS seul il vaut, je sais plus quelle marque c'est, la marque leader sur le marché. Le NAS seul fait je crois 550 euros, et après un disque dur ça coûte à peu près entre 100 et 200 euros, donc voilà. Et j'ai regardé une vidéo d'une chaîne que je connaissais pas qui s'appelle Abrège, et c'est une vidéo recycler vos vieux câbles avec cette technique. Et la semaine dernière je crois je vous ai parlé de Guillaume J'ai Testé, Guy Pomme J'ai Testé, qui fait ses câbles RJ45 tout seul pour avoir la bonne taille. Mais là lui, Abrège, il récupère ses vieux câbles USB, il achète des têtes et des culs on va dire. Donc l'embout USB, donc là par exemple j'ai un embout Lightning ici, mais voilà, il y a des USB-C, USB-A, USB 3, tout ça. Il les achète séparément, il récupère les câbles et il les remonte, il les gaine, et ça fait quelque chose de très propre. Et alors je le ferai pas forcément, même c'est sûr que je le ferai pas du tout je pense, sauf si un jour
par hasard je tombe, je sais pas, je me vois pas le faire en fait, mais pourquoi pas, surtout que j'essaie de viser un monde sans câble avec que du wireless, mais bon, ça va arriver tard je pense. Mais en tout cas c'est pas mal à regarder et puis voilà, c'est sympa. Catégorie suivante, catégorie échecs. J'ai regardé que 2 vidéos. Je m'intéresse de moins en moins aux échecs, ce qui veut dire que je pense que d'ici un mois ou deux, ma passion échec c'est terminé. Donc échecs, 2 vidéos. Une de Blitzstream où en fait il parle d'une partie qui s'est déroulée dans un tournoi où en fait des joueurs se sont copiés. Comment ils ont fait? C'est qu'en fait il y avait 2 parties qui se jouaient sur 2 tables côte à côte au tournoi. Et en fait, le hasard a fait que donc ils ont fait tous des coups différents. Les 4 joueurs qui étaient là sur les deux échiquiers faisaient des coups différents, mais à un moment ils se sont retrouvés dans une situation identique. Et du coup, il y a un gars qui savait pas quoi jouer, donc il regarde la table d'à côté, il voit un coup qui est joué, qui a l'air pas mal, et comme il est dans la même configuration, il le joue. Et le joueur d'en face fait la même chose. Et du coup, il y a 4 ou 5 coups qui sont joués de manière similaire. Et du coup, les arbitres sont intervenus. Ils ont séparé les joueurs. Alors, pas comme au foot quand il y a bagarre, mais voilà, ils ont séparé les joueurs. Ils ont fait des nouveaux échiquiers. Ils les ont mis dans des salles différentes. Et donc, voilà, ils racontent ça, que c'est quelque chose qui est arrivé une seule fois dans l'histoire, apparemment. Et l'autre vidéo que j'ai regardée, ça n'a rien à voir avec les échecs directement, en fait. Mais un petit peu, c'est un mec qui a codé un programme d'échecs où en fait il commence par coder l'échiquier de manière visuelle, donc faire apparaître un échiquier, puis ensuite il a codé les mouvements, puis les mouvements qui sont interdits, puis après il a généré un algorithme qui joue aux échecs. Alors au début il joue n'importe comment et après il lui explique quels coups sont intéressants, il donne des valeurs aux pièces, etc. Et du coup il a fait une intelligence artificielle qui sait jouer aux échecs. Donc voilà, c'est une vidéo d'une demi-heure qui était assez sympa si vous aimez ce qui est codage, quoi. Catégorie suivante, culture et vulgarisation. Quelques vidéos, une vidéo sur les biais cognitifs, le procès d'intention. Donc le procès d'intention, c'est quand vous donnez une intention à quelqu'un alors que c'est pas forcément vrai, vous lui prêtez une intention. Par exemple, c'est ce que moi j'ai fait tout à l'heure, c'était un biais cognitif quand j'ai parlé de Paperlike. J'ai dit tous les gens qui disent du bien de Paperlike sont payés par Paperlike, donc on ne sait pas si le produit est forcément bien. Sauf que en fait, du coup, moi je leur fais un procès d'intention. Pour moi, ils font ça parce qu'ils sont payés, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Peut-être que le produit est vraiment extraordinaire et ils ont eu la chance d'être payés pour le tester. Donc du coup, ils n'allaient pas dire non. Donc voilà, ensuite j'ai regardé The Coding Train qui a fait encore une vidéo sur en fait il fait une série de vidéos qui s'appelle The Nature of Code où en fait il montre de manière logicielle et de manière algorithmique des processus physiques qui sont dans la nature, et du coup c'est intéressant si vous aimez la science et si vous aimez le code. Donc voilà. Des vidéos de graphic art sur du JavaScript et sur du CSS, voilà, rien d'extraordinaire. D'ailleurs, j'ai mis 2 fois la même, je me suis trompé, mais voilà, il y a bien 3 vidéos différentes. Une vidéo des frères Poulain, ils continuent leur rénovation de l'atelier, donc voilà, pareil, c'est assez sympa à regarder si vous aimez là du coup le côté bricolage, le côté utilisation de machines. Ils utilisent beaucoup d'imprimantes 3D, ils font beaucoup de découpes, donc c'est sympa. Et hier, j'ai regardé en direct quelques minutes de la vidéo de Stardust, la chaîne Air et Espace, parce que vous le savez peut-être, mais hier, il y a un robot de la NASA qui s'est posé sur Mars. C'était hier ou avant-hier? Oui, c'était hier, je crois. Donc, il s'est posé sur Mars. Donc, il s'appelle Persévérance. Il est parti en juillet, il me semble, et il est arrivé sans encombre jusqu'à Mars. Et donc du coup, c'était assez sympa de voir en direct l'atterrissage, les gens de la NASA qui travaillaient sur ça, et voilà. Catégorie divertissement, donc là pareil, je vais pas non plus vous faire la liste complète parce qu'il y en a quand même pas mal, enfin il y en a pas mal, il y en a 9. Et on aura fini avec cet épisode. J'ai regardé la première émission de Au Sommaire ce soir. C'est une émission qui passe sur le stream en direct et qui est du coup une quotidienne où ils parlent d'actu et tous les soirs ils ont un sujet différent. La première, donc c'était lundi 15 février.
C'était les pires et meilleurs coups de com, et donc il revenait sur pas mal de coups de com, notamment donc surtout dans le domaine du jeu vidéo avec PlayStation, avec Microsoft, tout ça. Et l'émission est sympa, mais c'est le genre d'émission que moi je n'aime pas regarder en replay. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai que en live ça me dérange pas en fait, en live ça me dérange pas qu'il y ait des petites longueurs, alors que quand tu regardes un replay, du coup ça donne envie en fait d'accélérer la vidéo. Sachant que la plupart de mes vidéos, je le dis pas, mais la plupart des vidéos je les regarde en x2 parce que c'est beaucoup de vidéos où il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre le contenu. Mais donc voilà, c'est vrai que les émissions qui sont en live, j'aime bien les regarder en live parce que en replay, c'est pas forcément là que c'est le mieux. Et puis en live, il y a toujours la possibilité d'interagir avec ce qui est dit. Quand il y a une connerie qui est dite, on peut mettre un message dans le chat pour dire non, ça c'est pas comme ça que ça marche, et ils peuvent le lire. Alors ils le lisent pas tout le temps, mais ils peuvent le lire. Et en replay, il n'y a pas ce truc là. Ensuite, le rewind de Twitch, comme toutes les semaines, j'ai regardé. J'ai regardé 2 vidéos d'une chaîne qui s'appelle Twitch Live VOD FR. Donc c'est une chaîne YouTube qui récupère des clips de Twitch. Et enfin, des clips, c'est même pas des clips, parce qu'un clip sur Twitch c'est quelques secondes, c'est une vingtaine de secondes il me semble, alors que là c'est des vidéos qui font pas mal de temps. Et j'ai regardé des vidéos du joueur du grenier qui explique pas mal de choses qui s'est passé par rapport à sa vidéo et par rapport à un jeu qu'il a sorti, je crois. Donc voilà. J'ai eu un petit moment de nostalgie et j'ai regardé le best-of du The Event 2020. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le t-shirt du The Event puisque je l'ai acheté. Donc le The Event, c'est un événement caritatif qui se passe tous les ans, qui est géré par un streamer qui s'appelle Zerator. Et tous les ans, il récolte des fonds pour une association. En 2020, c'était Amnesty International. Et en gros, c'est 50 heures de live, un peu plus, avec une cinquantaine de streamers. Et voilà, il y a tout le temps du live, il y a plein de chaînes à regarder, donc plein de points de vue différents, plein de jeux différents qui sont joués. Cette année, il y avait Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion et qui est journaliste sur France Info, qui est venu animer un événement Questions pour un streamer. Donc voilà, c'était pas mal. Cette année, ils ont récolté 5,7 millions d'euros, je crois. Donc c'est énorme. Tous les ans, ils font de plus en plus. Donc il y a forcément un moment où ce sera moins bien, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est le geste. Ouais, cette année, et du coup. En achetant un t-shirt, c'était l'occasion aussi de faire un don et d'avoir quelque chose, puisqu'on peut faire aussi des dons. Je crois que j'ai donné plusieurs fois aussi, parce que chaque streamer se met un sub goal, ils appellent ça. Donc c'est pas vraiment un sub goal, c'est un donation goal. C'est-à-dire que à tous les paliers d'argent qu'ils ont sur leur cagnotte, puisqu'ils ont chacun une cagnotte séparée, mais en fait ça va tout dans le même tas. Et à chaque fois qu'un palier est dépassé, ils font une action. Et notamment, il y avait le streamer qui s'appelle Jiraya le cochon, qui est un streamer qui avait une énorme calvitie cachée par un bonnet, mais du coup il avait quand même des cheveux longs qui dépassaient du bonnet, et il avait dit à 150 000 je dévoile la calvitie, donc 150 000 euros récoltés sur son stream à lui, et à 200 000 euros il rase tout. Et du coup l'événement s'est un peu emballé et il les a fait, donc il a dû montrer sa calvitie et se couper les cheveux. Ensuite, une vidéo que j'ai regardée qui était pas mal, ça je vous conseille si vous aimez le billard et si vous aimez la nouvelle technologie. J'ai mis dans le divertissement parce que high-tech, là j'ai vraiment fait une sélection que iPad, donc je l'ai mis dans le divertissement, mais en fait il aurait plus sa place dans high-tech. C'est un gars qui a automatisé une queue de billard. Donc il a acheté du matériel pour mettre des moteurs au bout de la queue du billard pour que la queue du billard puisse se déplacer un peu comme elle veut. Il a juste à la poser sur le billard et ensuite elle gère son truc. Il a installé un appareil photo au-dessus du billard avec un projecteur. Et il a fait un algorithme qui calcule les meilleurs coups, qui lui dit où placer sa queue, et le coup est joué tout seul, il gère la force qu'il doit mettre. Et c'est sympa à regarder, pareil si vous aimez ce genre de choses, c'est sympa. Et je vais finir par la dernière vidéo que je vais vous présenter. Une vidéo un peu dingue, et je trouve que c'est un coup de com' qui est brillant de la part du président, puisque c'est une vidéo qui parle du président de la République. Vous êtes peut-être au courant, peut-être pas. McFly et Carlito sont 2 youtubeurs qui sont très, très connus et qui sont très populaires sur YouTube. Et le président de la République leur a envoyé une vidéo en leur disant faites une vidéo qui fait plus de 10 millions de vues sur les gestes barrières. Et si vous arrivez à avoir plus de 10 millions de vues, du coup, vous pouvez venir tourner à l'Elysée. Donc McFly et Carlito, ils se sont beaucoup posé la question est-ce qu'ils devaient le faire ou pas, parce qu'il y a quand même un côté politique derrière et ils sont pas dupes, même si eux ils font pas de politique directement, ils sont pas dupes sur ça.
Mais quand même, c'est une occasion qui est importante. Et puis là, c'est pour la santé. Donc ils se sont dit, ok, on le fait. Mais par contre, on veut savoir, parce que faire une vidéo à l'Elysée, ça veut tout et rien dire. Et ils ont un concept qui sont le concours d'anecdotes. Ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait avec Eric et Ramsey. Ils ont fait avec Lelouch et Guillaume Canet. Avec Poulpe et Davy. Ils ont fait avec David Guetta. Ils en ont eu Big Flo et Oli aussi. Ils en ont quelques-uns comme ça. Avec Gad Elmaleh aussi. Et du coup, ils se sont dit, le concours d'anecdotes, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un dit une anecdote, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On compte les points et à la fin, celui qui a perdu a un gage. Et là, du coup, ils se sont dit, ça, c'est un concept qu'on pourrait faire facilement à l'Elysée, donc pourquoi pas faire ça? Ils ont soumis l'idée et le président serait d'accord. Donc, du coup, c'est dimanche, normalement, sort la vidéo, ça va être une chanson. Et si elle fait plus de 10 millions de vues, il y aura ce concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron. Donc moi je trouve que c'est un très bon coup de com de la part du président stratégiquement parlant. Et je trouve que c'est bien concours avec Eric et Ramsey, avec des Lego. Effectivement, Eric et Ramsey sont venus faire un concours d'anecdotes et ils se sont amusés avec le décor. Et puis voilà, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, ça vaut le coup. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je trouve que c'est bien que il s'intéresse en fait à comment toucher les plus jeunes, parce que effectivement, la télé, comme vous le voyez par exemple, et moi je suis pas tout jeune, et la télé, je la regarde très peu. J'imagine que des 15-20 ans, la télé, ils la regardent pas. Ils sont souvent sur YouTube, et c'est vrai que les gestes barrières, c'est quelque chose qui est important de respecter au quotidien. Donc je trouve que c'est très intelligent de la part du président ou de sa communication. Je ne sais pas qui a eu l'idée. J'imagine que c'est plutôt le responsable de sa communication ou quelqu'un qui est dans les bureaux qui s'est dit ça. Et voilà, je trouvais que c'est une bonne idée. Après, je sais pas. En plus, l'avantage pour la présidence, c'est que c'est gratuit, ça. Du coup, c'est une vidéo qui ne va rien leur coûter, puisque c'est McFly et Carlito qui l'ont tournée et qui l'ont produite, et ça va être diffusé sur YouTube de manière gratuite. Ça va tourner, ça va être viral, donc c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà pour cet épisode. Je tourne la tête parce que je sais pas si je peux bien vous montrer. Attendez, si je fais ça, peut-être que vous allez voir, parce qu'il y a ma ninette qui est ici. Donc voilà qui conclut cet épisode. Alors je suis en train de tout casser, c'est pas grave, heureusement c'est la fin. Je sais pas si vous m'entendez encore, j'imagine que oui. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes. Je peux couper cette musique là. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.